Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense bonheur que nous vous retrouvons aujourd'hui sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la seconde partie de l'émission que nous consacrons à Shundo Aoyama Roshi, abbesse du temple de Muryoji à Nagano, au Japon. Nous avons pu découvrir la semaine dernière le destin exceptionnel de cette femme, un des maîtres zen les plus éminents de son pays. Je vous propose de nous arrêter aujourd'hui sur ses différentes activités. Comment envisage-t-elle l'éducation démoniale? Qu'en est-il de la calligraphie, de l'art floral ou encore de l'enseignement de la cérémonie du thé? Quelle est son implication dans le dialogue interreligieux? C'est ce que nous allons voir dès à présent avec notre invité. Jo Kaini, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous avez d'abord été étudiante laïque à la demeure sans limite, en Ardèche, où vous avez été ordonnée en 1998. Au printemps 2013, vous êtes revenue d'une retraite de 2 ans et demi au Nisodo. Je rappelle que c'est le monastère de formation des nonnes de l'école Soto-Zen au Japon, où vous avez reçu la transmission de Aoyama Roshi. Et en 2014, Joshin Basho Sensei vous a confié la direction de la demeure sans limite. Alors, nous avons pu voir la semaine dernière le parcours extraordinaire de cette personnalité, Aoyama Roshi, son enfance, son adolescence. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle un petit peu plus précisément de ses activités, notamment de restauration du temple. C'est absolument incroyable ce qu'elle a fait. En effet, je vois Aoyama Roshi comme une bâtisseuse. Elle bâtit. Tout est au service du Dharma. Quand elle est arrivée, quand elle est rentrée à Muryoji, dans son temple, le temple était vieux et elle va le restaurer peu à peu. Et puis le Nisodo où les locaux sont vétustes, les conditions de vie pour ces nonnes sont difficiles. Donc elle va commencer à rebâtir, reconstruire, rénover le Nisodo. Pour cela, elle a besoin d'argent. On n'oublie pas qu'elle n'a pas d'argent, elle est nonne, elle n'a pas de biens personnels. Alors, elle va se présenter dans les temples. Elle va aussi envoyer des souscriptions dans tous les temples de l'école Soto pour demander des dons, de l'argent. Et puis, ce qui va la toucher énormément, c'est la générosité, on va dire, de la population. Les nonnes vont mendier dans la rue. C'est une pratique que tous les moines et les nonnes bouddhistes font, et elles vont aller mendier dans la rue, et ces quelques yens, plus, vont finir par faire des sommes conséquentes. Il y a aussi la pratique, on ouvre le temple une fois par mois, c'est une pratique connue au Japon, on ouvre le temple et les personnes viennent et font la copie de sutra. Donc c'est surtout le sutra du cœur de la grande sagesse, un texte fondamental de l'école Mahayana, et ces personnes vont donner 1000 yens. 1000 yens, c'est 7,50 €. Alors on imagine des milliers de 7,50 € qui ont fini par, en s'accumulant, faire qu'elle peut bâtir, rebâtir, rénover le Nisodo. Et je dois dire qu'elle continue de le faire. Voilà, elle a commencé avec le Nisodo et Muryoji et elle le fait encore. Elle rénove des temples abandonnés dans les campagnes et elle les restaure. Et quand je suis partie en 2013, elle a dit que c'était le dernier temple qu'elle restaurait. Elle en a restauré encore un et dedans, après, elle le confie à 2 nonnes. Parmi ces nombreuses activités, il y en a notamment 2 très importantes. Ce sont celles de la cérémonie du thé, celle de l'art floral. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Encore une fois, toutes ces pratiques, elle est maître dans ces arts. Toutes ces pratiques sont des outils. Elle aime ça, elle adore ça. Elle a été élevée, éduquée de cette façon. Mais ce sont des outils au service de l'enseignement du Bouddha. Je vais vous donner un exemple qui m'avait énormément marqué. Au Nisodo, il y a des vases plus ou moins grands et il y a un vase qui lui arrive à peu près à hauteur de hanche. C'est toujours elle qui s'en occupe. Et donc, elle prépare cet arrangement floral. Donc, on imagine des fleurs assez importantes. Et elle met souvent des lys qui sont fermés. Donc, c'est dans des tons verts. Et puis, une fois, je passe quelques jours plus tard dans cette pièce, et à ce moment-là, cette composition, elle était devenue blanche, parce que les lys s'étaient ouverts, et elle nous montre l'impermanence et la transformation. En fait, dans ce premier ikebana, eh bien, il y avait déjà le second à l'intérieur.
Justement, avant de revenir un petit peu plus en détail sur cette activité de la cérémonie du thé et sur celle de la calligraphie, je vous propose de regarder un extrait du documentaire que Nina Barbier avait tourné, justement, et on en rediscute juste après. Maître Aoyama, aujourd'hui à la retraite, continue à cueillir des fleurs et à réaliser des bouquets pour orner la maison de thé accolée au temple. Désormais, elle se consacre essentiellement à l'enseignement de la voie du thé à des laïcs. Maître Aoyama enseigne la cérémonie du thé 3 jours par semaine à ses élèves. Une évaluation officielle validera leur apprentissage. C'est un endroit où on peut faire une coupure, recharger les batteries ou bien se reposer. Les élèves apprennent à servir le matcha, un thé vert battu en poudre. Chacun apprend la manière de détailler et d'admirer son bol, pièce unique réalisée par un artisan céramiste. Shanoyu, ou la voie du thé en japonais, nécessite principalement 4 vertus: l'harmonie, le respect, la pureté et la tranquillité de l'esprit. Pour Sundo Aoyama, maître de calligraphie, le geste est vivacité, élan. C'est une trace où l'on peut sentir l'être humain qui l'a créé. Ce cercle n'est pas un caractère, mais un symbole. Tout dépend de ce que l'on écrit à gauche de la feuille, car cela montre avec quel sentiment on a dessiné ce cercle. Là, j'ai écrit permanent, assis, intérieur. Cela signifie je suis toujours assise dans la lumière bienfaisante du Bouddha. Alors, on voit, outre cette confiance inébranlable, encore une fois, envers le Bouddha, que Aoyama Roshi aime aussi transmettre plus que tout. C'est quelque chose de très important pour elle, la cérémonie du thé, la calligraphie, mais aussi les moniales. Elle leur donne tout. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe? Oui, je pense que pour Aoyama Roshi, il n'y a pas de différence en fait. Les choses ne sont pas comme dans des boîtes où ici il va y avoir tourné vers le Bouddha, et ici il va y avoir la calligraphie, et ici il va y avoir la cérémonie du thé. Tout ça, ça ne fait qu'un. Elle vit complètement dans cette vérité universelle, et pour elle, c'est ce qu'elle veut transmettre. Au Nisodo, vous allez avoir des jeunes nonnes qui rentrent, et bien sûr, c'est comme en Occident, on perd un peu les choses du passé, on reçoit moins la culture, et j'ai entendu des nonnes me dire qu'en fait, elles ne comprenaient même pas les paroles d'Aoyama Roshi. Et moi, j'étais étonnée, parce que je ne les comprenne pas, moi, je le comprends, mais là... Et en fait, il y a 3 niveaux de langage au Japon. Et Aoyama Roshi parle toujours dans un niveau de langage très poli, très correct. Et à ces nonnes, elle va leur redonner leur culture, elle va leur redonner la tradition. Et ces nonnes en éprouvent beaucoup de gratitude pour elles. Parce que, encore une fois, c'est tout... voilà, on est respectueux en face des personnes. On parle de façon correcte, parce que ça aussi, c'est une éthique, et ça aussi, c'est transmettre la vérité universelle. Alors justement, vous parlez de vérité universelle, ça aussi on peut le voir à travers les réunions interreligieuses, les dialogues interreligieux où elle est conviée, notamment à Assise. Elle a été envoyée au premier échange intermonastique, la Dimide, et puis elle y a été envoyée une seconde fois. Et puis en 1995, elle a été appelée par des chrétiens qui avaient lu son premier livre, et la traduction de son premier livre. Et quand elle a donné son enseignement, sa lecture, je dirais, elle a parlé en fait comment relier justement les enseignements du Bouddha et notre vie quotidienne. Et pour elle, c'est important d'échanger avec les autres religions, avec les autres cultures aussi, parce qu'elle dit, cette vérité, elle est une. Tous ont gravi la même montagne, mais par des chemins différents. Et alors c'est pour cette raison également qu'elle voyage autant en Inde, aux États-Unis, aux 4 coins du monde?
Oui, elle a cette urgence de transmettre. Encore une fois, transmettre, c'est transmettre par des paroles, mais par des actes, par une présence. Donc, elle est venue plusieurs fois en Europe. Elle reviendra au mois de juin l'année prochaine, si sa santé le lui permet. Elle est allée aux États-Unis. Au Japon même, elle voyage énormément. Elle va parler de l'enseignement du Dharma, de l'enseignement du Bouddha. Et elle nous demande d'être attentifs, de faire attention, de bien marcher dans les pas du Bouddha. Alors vous dites à son sujet justement que vous, ce qui vous a marqué, c'est sa disponibilité à la vie sous toutes ses formes. C'est très fort comme expression, c'est très beau aussi. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est quelqu'un qui dit oui. Vous savez, nos oui sont souvent mitigés. C'est oui, mais... C'est une acceptation pleine et globale. Tout à fait. Une acceptation totale à la vie telle qu'elle est. Elle a eu des expériences, comme tout un chacun, plus ou moins heureuses. Mais toutes ces expériences lui ont fait qu'elle se tourne complètement vers l'autre. Mais l'autre avec un A majuscule. Vers tout, tout ce qui est autour d'elle, toutes les situations, mais les personnes. Elle était comme un passeur. Place de passeur qu'elle occupe au quotidien dans son monastère. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous interpelle beaucoup. Oui, elle nous transmet, elle continue. Pour elle, cet apprentissage de base qui est de se raser, qui est de comment s'habiller, qui est toutes ces choses qui paraissent... on va apprendre et puis on va passer enfin après à l'enseignement. Mais pour elle, c'est ça, l'enseignement. Et après, toute notre vie de nonne, ça va être les fondations à partir desquelles on va pouvoir s'épanouir. Alors, vous rapportez qu'elle dit à son sujet, c'est une jolie manière de conclure aussi, d'une façon générale, on peut dire que mon parcours est celui d'une vie qui suit sa destinée. Oui, cette idée de quelqu'un qui continue sa vie de nonne, qui a pris cette décision très forte et qui est totalement tournée vers toutes les situations de sa vie. Et je dirais qu'elle a confiance, mais vous savez, dans le bouddhisme, elle a confiance, on va dire la foi, c'est une foi inébranlable dans le Bouddha. Et alors, une dernière question un peu plus personnelle, puisqu'on a bien compris que vous aviez un lien très fort avec elle. S'il y a une image qu'on doit retenir aujourd'hui, enfin que vous retenez d'elle, ce serait quoi? Ou une situation, une anecdote? La plus belle image que j'ai d'elle, c'est de voyager avec elle. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Les nonnes lui ont dit « mais non, vous ne pouvez pas partir avec elle, elle parle à peine un peu japonais. » Et comme assistante, ça ne va pas. Et elle a dit « si, je vais partir avec elle. » On est partis en voyage et j'ai voulu prendre sa valise pour l'aider. Et elle m'a regardée, elle m'a dit « non, je garde ma valise parce que ma valise me sert de canne. » Et donc, c'est vraiment pour moi un moment... Et ce qui a été étonnant, c'est qu'on a discuté pendant ce voyage. Et je ne sais pas comment, mais on s'est totalement comprises. On le sent bien à travers ce que vous nous dites. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de ces 2 émissions. Merci. Je vous remercie. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Tout d'abord, je vous rappelle le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, traduit par notre invité Jo Gaini, Une vie de nonne zen de Shudo Aoyama Roshi aux éditions Sully. Vous y retrouverez le récit de sa vie depuis son entrée dans un temple à l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui compte en cet instant, Journal de mon jardin zen de Joshin Luz Bashu aux éditions Point Vivre. Proche de la nature et du silence, l'auteur nous propose un voyage dans son jardin intérieur, un livre plein de poésie pour adoucir le quotidien et être plus présent à la vie. Et enfin, Appréciez votre vie, l'essence de la pratique du zen de Taizan Maitsumi Roshi aux éditions Sully. C'est la fin de notre émission, vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France TV. Merci à tous de votre fidélité, je vous souhaite un très très beau dimanche.